tous. Et d'abord, merci à Jérôme et à ses collègues de m'avoir sollicité parce que peut-être que je vous rends un service en étant présent, mais ça me rend beaucoup de service d'entendre tout ce qui s'est dit. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont vraiment intéressantes et de dynamiques que je trouve très positive. Donc, je suis Pascal Clerc, je suis professeur de géographie à l'université de Cergy et je travaille sur les espaces d'apprentissage. J'en profite d'ailleurs pour... je coordonne un groupe de recherche qui s'appelle le groupe Après, apprentissage et espace. Et nous devions organiser, je le dis très vite, mais nous devions organiser une journée d'études au mois de juin. Et on va la reporter parce que notre volonté, c'est d'organiser cette journée d'études avec la présence de tout le monde, physiquement, sans distance. Et actuellement, c'est encore un petit peu compliqué. Donc, on va attendre un peu parce qu'on ne voulait pas d'une journée à distance. Donc, je travaille sur les espaces d'apprentissage et pour ce qui me concerne, je vois l'espace à la fois comme un révélateur de ce qui se passe dans un établissement scolaire et puis surtout comme un facilitateur par rapport à des projets pédagogiques. Et c'est par rapport donc aux espaces que je vais entrer dans la réflexion relative à la pédagogie. Et puisqu'il s'agit d'espace, il s'agit aussi d'échelle. Et donc, si j'ai bien compris la thématique de cette séance, l'échelle, ça n'est pas celle de ce qui se passe à l'intérieur de la classe, mais plutôt celle qui va mettre en relation la classe, ouverte ou fermée, et ses environnements. Alors, je vais commencer par un petit témoignage d'un travail de terrain que j'ai effectué il y a presque 2 ans maintenant. Enfin, j'ai commencé il y a presque 2 ans maintenant dans une école brésilienne à São Paulo qui s'appelle l'école Amorim Lima. C'est une école en réalité qui rassemble des élèves du primaire et du collège. C'est l'équivalent français oui, du primaire et du collège avec des enfants qui ont entre 6 et 14 ans. Alors, je vais peut-être vous montrer quelques images très rapidement. Alors, partager mon écran. Voilà. Alors, donc, quelques images très rapidement de l'école, mais c'est vraiment, ça a juste une vertu illustrative. La première fois que je suis arrivé dans l'école, il se trouve que pour des raisons d'emploi du temps, la directrice ne pouvait pas m'accompagner immédiatement. Et donc, elle me dit, va voir, va rencontrer les profs, les élèves. Donc, voilà. Et pendant une demi-heure, je me suis baladé dans l'école. Voilà ce que j'ai vu, quoi. Donc, des enfants qui étaient en train de jardiner, avec des enseignants, et je l'ai compris après, avec des enseignants, mais aussi avec des parents d'élèves, d'autres enfants qui prenaient leur goûter, d'autres qui étaient en train de jouer dans un autre coin de la classe, de la cour, pardon. Dans une salle, des enfants qui étaient en cercle, d'autres qui travaillaient dehors, donc dans des positions diverses, d'autres qui travaillaient dans un couloir. Bon, je m'arrête là. Est-ce que j'ai arrêté le partage? Oui. Oui, c'est bon. Bon. Donc, c'était pour moi quelque chose d'assez surprenant parce que je voyais des élèves dans leur singularité. Et je ne voyais pas de groupe d'élèves, comme on en a souvent l'habitude dans les établissements français, des élèves qui vont se déplacer en masse dans des couloirs souvent sous-dimensionnés, ce qui va générer pas mal de stress et pas mal d'agitation. Là, j'avais l'impression d'avoir affaire à une multitude d'individus. Et tout ce que je cherchais finalement, et que je trouve habituellement dans les établissements scolaires français quand je fais des travaux de terrain, c'est-à-dire une espèce d'ordre, des cases, des mobilités de groupe, des emplacements délimités, tout ça, je ne le trouvais pas. Donc mon interrogation, c'était pourquoi est-ce que cet espace scolaire est si différent finalement de ce qu'on voit dans beaucoup d'établissements, quels sont les choix pédagogiques qui sont derrière,
et comment se déroulent finalement les apprentissages. Et en fait, tout cela correspond à une organisation qui a été mise en place dans cet établissement il y a une vingtaine d'années maintenant, et qui est inspirée d'une école portugaise qui s'appelle l'Escola da Ponte, qui est une école qui a été créée en 1976 par un pédagogue portugais, José Pacheco, avec l'idée que il ne s'agissait plus d'enseigner, mais de mettre les élèves en situation d'apprendre. Et donc, il y a eu une espèce de retournement pédagogique qui a été effectué dans cette école, puisque les structures spatiales devaient proposer des solutions permettant aux élèves d'apprendre, donc dans des espaces de travail. Alors pourquoi est-ce que je fais cette espèce de détour par ce témoignage? Simplement pour dire que la décision de José Pacheco au Portugal, qui a été reprise à l'école Amorim Lima à São Paulo, c'est la décision de supprimer ou de réduire fortement la forme salle de classe. Alors, cette forme salle de classe, elle renvoie à quelque chose qui est extrêmement important, puisqu'on a un mot pour quatre notions. Alors, je suis content de voir que l'expression que j'ai utilisée dans un article qui a 2 ou 3 ans maintenant est reprise par Jérôme notamment, faire classe dans une classe avec une classe. Mais en fait, comme j'ai continué à réfléchir un petit peu sur la question, j'ai rajouté un quatrième mot classe, parce que bien évidemment, la classe, c'est le groupe, la classe de 5e 3, c'est un contenu, la classe d'anglais, c'est une notion spatiale, la classe 101 du premier étage au fond du couloir, mais c'est aussi une notion temporelle. Alors, l'expression est moins fréquente, mais des élèves vont avoir classe de 10h à 11h. On ne dit pas la classe de 10h à 11h, mais en tout cas, on a ce quadruple emboîtement. Et quand on touche à un des éléments, eh bien, on va mettre en jeu, voire en péril, l'ensemble de ce système. Si on touche au groupe, on va mettre en jeu tout le reste. Et c'est bien là la difficulté de changer les pratiques en changeant les espaces. Et ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans une des expériences, celle du lycée de Chaland, c'est que, alors je ne sais pas, malheureusement je me suis déplacé dans les salles, je n'ai pas pu assister à tout, c'était frustrant pour moi aussi. Je ne sais pas à quel moment la réflexion sur les maisons a commencé, mais en tout cas, ce que je crois avoir compris, c'est que la réforme du lycée a été un moment décisif de la mise en place ou du développement de cette réforme. Pourquoi? Parce qu'on touche au groupe classe avec la réforme du lycée. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé lors des premières réactions d'enseignants par rapport à cette réforme. C'est que les enseignants défendaient notamment le groupe classe, en disant mais on va perdre le groupe classe, on va perdre la classe. Alors je m'attendais à beaucoup de critiques vis-à-vis de la réforme du lycée, mais je ne m'attendais pas forcément à celle-là. Et finalement, ce que propose le lycée de Chaland, c'est un moyen de reconstruire une forme de communauté d'élèves qui viendraient se substituer à la classe, puisque comme on a touché au contenu, avec cette multitude de parcours, eh bien, le groupe classe ne peut plus exister. Ça pose aussi des questions sur les temporalités. L'établissement scolaire, le lycée, le collège et l'école primaire, peut-être à un moindre degré, c'est un rythme. Et cette question du rythme, c'est une composante essentielle de la forme scolaire qui avait été analysée par le pédagogue Guy Vincent, mais qui a été aussi analysée d'une certaine manière par Foucault dans Surveiller et punir. Et on a beaucoup de témoignages sur ces rythmes
qui peuvent être très précis et qui peuvent être, si l'on suit Foucault, très contraignants. Ce sont aussi les rythmes de la caserne, de la prison et de certaines usines. Et un des objets forts, symboliques, structurants des établissements scolaires, ce sont les sonneries. Est-ce qu'il existe des sonneries dans les établissements scolaires que vous dirigez ou dans lesquels vous travaillez? Ces rythmes structurent les activités des individus, ils sont importants, et Foucault dirait qu'ils asservissent les individus en leur imposant donc des temporalités qui sont aussi des moyens de contrôle. Par exemple, si on voit un élève à 10h24 tout seul dans un couloir, on va se questionner sur sa présence. Je vois une petite remarque sur le chat. On a arrêté la sonnerie depuis 3 ans. C'est des choses extrêmement intéressantes, hein, ces décisions-là. Et puis, le quatrième élément de bousculement, c'est l'organisation des espaces. Un établissement scolaire, traditionnellement, je dis traditionnellement, hein, il y a beaucoup de changements, ce sont des empilements et des alignements de rectangles de plus ou moins 60 mètres carrés. Alors, cette question de la classe, mais dans sa quadruple dimension, c'est une question qui, à mon avis, pose 2 questions de fond. La première question de fond, c'est une question pédagogique. Alors, je vais aller très vite et prendre quelques raccourcis, mais en gros, c'est enseignement ou apprentissage. Excusez-moi de la caricature, hein, et je le répète, je vais très vite, mais enseignement ou apprentissage. Toujours pour aller très vite, l'enseignement, c'est du collectif, ou peut être du collectif, alors que l'apprentissage, c'est toujours quelque chose d'individuel. L'enseignement, c'est la transmission de connaissances éventuellement à un individu, mais le plus souvent à un groupe. Alors que l'apprentissage, c'est l'acquisition de connaissances par un individu. Et si on peut enseigner simultanément, donc dans cette logique classe, 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 l'apprentissage, c'est une affaire individuelle. On ne peut pas le décréter. Et donc là, on va retrouver le rythme de chaque individu. La deuxième question forte, me semble-t-il, que cela pose, c'est une question anthropologique. C'est la question de la place de l'individu dans un établissement scolaire. J'ai été sensible à ce qui a été fait dans le collège de Brest, hein, si je ne me trompe pas, et la question posée de l'intimité. Alors, c'est une question qui me préoccupe beaucoup. Il y a peu de place pour l'intimité et l'individu, d'une certaine manière, dans nombre d'établissements scolaires. Et il me semble qu'en bousculant un petit peu le registre classe, 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 4 fois, on peut donner un peu plus de place à l'individu et à son intimité dans l'espace de l'établissement. Pour terminer, je voulais évoquer quelques pistes, mais très rapidement, quelques pistes de changement. Il me reste 4-5 minutes, c'est ça? Tout à fait, oui, allez-y tranquillement. Quelques pistes de changement sur ce que pourrait être l'école de demain et sur la manière dont les écoles pourraient évoluer par rapport à cet objet, cette espèce de monolithe, hein, qui peut nous poser problème, qu'est la classe. La première piste consisterait à agrandir la classe et à l'enrichir, et notamment avec les pratiques qu'Anne-Cécile évoquait d'enseignement dehors. Alors, je crois qu'il faut profiter, hein, sans vergogne, de la période actuelle où le ministère de l'Éducation nationale se décide enfin à ouvrir, et je pense que ça va concerner tous les établissements scolaires, hein, c'est une impulsion pour tous les établissements scolaires, qu'ils soient publics ou privés, pour développer cette idée de la classe dehors. Aujourd'hui, on a une multitude, je dis bien une multitude de travaux. Malheureusement, il n'y en a pas assez en France, mais il y en a beaucoup dans le monde anglophone, il y en a beaucoup en Europe du Nord, il y en a beaucoup aux États-Unis, qui montrent tout l'intérêt qu'il y a à sortir de l'espace classe pour faire classe. Et donc, je crois qu'il faut vraiment profiter de cela et agrandir d'une certaine manière la classe de façon à pouvoir l'enrichir.
La deuxième piste, me semble-t-il, c'est l'ouverture de la classe sur l'extérieur. L'idée de relier, de connecter. Bien évidemment, il y a le chantier du numérique qui est essentiel par rapport à cela et qui impose déjà aux enseignants d'ouvrir la classe sur l'extérieur. On voit bien toutes les difficultés qu'on peut encore avoir avec ça. Pour moi, je vous le dis comme je le pense, il y a une réglementation qui me pose beaucoup de questions, c'est l'interdiction du portable dans les collèges. Parce qu'il est interdit et autorisé en même temps. C'est-à-dire qu'il est interdit, mais il est autorisé si on s'en sert dans un cadre pédagogique dans la classe. Qu'est-ce que ça veut dire, cette interdiction-autorisation? Ça veut dire qu'on ne sait pas bien encore comment se dépatouiller de tout cela. Donc je crois que le numérique, de toute façon, va nous imposer une espèce d'ouverture de la salle de classe. Le projet autour du vélo, je le trouvais très intéressant par rapport à cela, parce que c'est vraiment, le vélo devient le moyen matériel de connecter la classe, l'espace classe, à d'autres espaces. Il y a tout le travail aussi de connexion avec les parents. C'est compliqué la question des parents à l'école, mais ce lien, il me semble absolument impératif pour sortir de ce que j'appelle parfois le monde de papier. Je dis régulièrement, la salle de classe, c'est un monde de papier. On transforme tout en mots et en écrits sur du papier. C'est-à-dire que les objets, les idées, les sensations, tout ça, c'est transformé en mots et en écrit sur du papier. Et il me semble que là, on peut aussi multiplier les expériences d'ouverture. Autre piste, me semble-t-il, circonscrire la classe. Circonscrire au sens ne lui donner qu'une place au sein de l'établissement scolaire. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui se passe dans le collège de Brest, et c'est ce que j'avais observé dans l'école portugaise, dans l'école brésilienne dont je parlais précédemment, l'école Amorim Lima. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de l'organisation, mais en gros, pour le dire très vite, il y a 3 enseignements dans cette école qui se font dans des salles de classe, l'anglais, le portugais et les maths. Et pour tous les autres enseignements, les élèves travaillent sur projet et sur contrat en autonomie, dans de grandes salles qu'on appelle des salons dans cette école, qui sont en fait de très grands espaces où ils vont pouvoir travailler par petits groupes. J'ai malheureusement pas le temps de développer, mais c'est l'idée. Avant-dernière piste, très vite, je l'ai écrit comme ça, dynamiter la salle de classe, dynamiter la classe, c'est un pas plus loin. Et c'est ce qui est fait, par exemple, dans une école de Stockholm qui s'appelle Vitra School Telefonplan, où il n'y a plus de salle de classe. Les salles de classe traditionnelles ont disparu au profit de 5 types d'espaces qui sont liés à 5 types d'activités. L'amphithéâtre, c'est l'idée de communiquer des informations à un groupe. Ça peut être une espèce de cours magistral, ça peut être un spectacle. Le laboratoire, le lieu où on fait des expériences. Le travail personnel, individuel, des lieux où on va pouvoir s'isoler, se replier. Des lieux de débat, symbolisés par la table ronde, par exemple. On va discuter, échanger, confronter des idées. Et puis des lieux qui sont réservés au travail de groupe, où là, les élèves, par petits ou grands groupes, vont travailler sur des projets. C'est un petit pas plus loin, si vous voulez. Et puis, j'ai rajouté un cinquième élément, une 5e piste. Et là aussi, c'est le collège de Brest qui m'a inspiré par rapport à cela. C'est discuter la classe. Et c'est tout le travail de ce qu'on appelle parfois le design collaboratif, que les architectes sont en train d'intégrer progressivement, même si c'est compliqué. Et pas tellement avec les architectes d'ailleurs, mais plus avec les collectivités territoriales. L'idée qu'un établissement scolaire puisse être conçu ou repensé par ses usagers. Les élèves ont des idées absolument extraordinaires pour faire bouger les choses dans les établissements scolaires. Par rapport aux toilettes, le grand problème des établissements scolaires, les élèves ont des idées, ils ont des choses à dire.
Et puis, j'ai vu cette belle phrase tout à l'heure, mais je vais m'arrêter là-dessus. Ces élèves qui ne voulaient plus de couloir dans ce collège de Brest. Bah, bien évidemment, le couloir, c'est quelque chose qui pose des tas de problèmes dans les établissements scolaires. On ne veut plus de couloir, c'est presque simplement du bon sens. Et quand on écoute les élèves, ben on peut voir émerger ce genre de choses. Voilà, j'ai été trop bavard, excusez-moi, je m'arrête là et j'ai pas du tout laissé la place à des questions, j'en suis désolé. Alors, je ne sais pas si on a le temps de... Vous inquiétez pas du tout. Désolé. Il n'y a pas eu de questions réellement précises, plutôt des remarques par rapport à vos propositions de réflexion, notamment autour de la question de l'intimité, qui disait la question de l'intimité des espaces de repli, c'est aussi une nécessité pour l'accueil des élèves porteurs d'autisme, notamment. Lorsque vous avez parlé d'ouverture sur l'extérieur, certains ont réagi en parlant de la classe augmentée. Et puis, on a eu aussi une remarque qui nous disait dans l'idée de sortir du monde de papier, j'avais essayé de traduire les concepts philosophiques par le corps, intitulé du coup le corps-cept au lieu de concept. Voilà, donc plutôt des réflexions comme ça plus que des questions. Il est 18h48, donc si jamais certains ont des questions, on va pouvoir peut-être rester quelques minutes avec Monsieur Clerc et puis continuer à échanger comme on l'a fait la semaine dernière avec ceux qui le souhaitent. Mais peut-être avant ce temps-là, vous dire que vous pouvez d'ores et déjà déposer vos notes d'étonnement sur le Padlet pour les initiatives que vous avez écoutées tout à l'heure. Vous dire que dans le mail qu'on vous enverra demain, on vous proposera aussi de rester en réseau pour continuer à échanger avec les pairs qui étaient autour de vous, autour de cette salle virtuelle aujourd'hui, et puis que vous retrouverez dans les ressources les replays, mais également d'autres ressources supplémentaires. On a eu l'occasion il y a quelques temps de faire un entretien assez long avec Pascal Clerc, et donc dans cet entretien, vous retrouverez un prolongement de tout ce qu'il a pu nous dire et nous partager ce soir. Et puis par rapport à ce que vous disiez sur la classe dehors, je vous invite, ou par rapport aux architectes, je vous invite aussi à vous inscrire aux soirées, les 2 soirées à venir. La prochaine sur les cours de récréation nous permettra de faire intervenir Céline Cherkaski, qui est architecte et qui travaille notamment en donnant la parole aux usagers pour construire ou réaménager les bâtiments. Donc, elle pourra nous parler de cette pratique. Et puis, la dernière soirée, nous parlerons de 3 initiatives hors les frontières, dont 2 évoquent la question du dehors, une dans l'Ontario et une avec les Forest Schools en Norvège. Donc, d'autres soirées qui vous permettront de prolonger ces réflexions. Alors, peut-être, Monsieur Clerc, je regarde les questions et puis je vous les fais remonter. Oui, pourquoi pas. En attendant les questions, en effet, avec Céline, la semaine prochaine, ce sera très intéressant puisque on travaille ensemble d'ailleurs sur des projets collaboratifs. Hein, donc, c'est des choses qui sont tout à fait passionnantes. Je voulais juste dire une petite chose sur les questions liées à l'autisme. Ce sont des questions en effet qui deviennent très importantes aujourd'hui dans la mesure où le regard sur les élèves porteurs de handicap est complètement changé. Et en effet, j'ai une étudiante qui travaille sur ces questions-là actuellement et moi j'apprends beaucoup. Je découvre à quel point un enfant autiste, comment les choses peuvent totalement changer pour lui selon l'espace dans lequel il est inscrit. Mais à un point que je n'imaginais pas. Mmh. Alors, une question par rapport aux espaces d'intimité, toujours, une personne qui proposer des espaces d'intimité m'interpelle, mais comment l'assurer tout en surveillant, entre guillemets, ces jeunes qui peuvent poser des actes dramatiques ou illégaux? Alors, la fameuse question de la surveillance et des risques. Oui, c'est la question à laquelle on revient toujours. Alors moi, j'ai pas vraiment de réponse à cette question-là. Les bâtiments scolaires, les écoles, hein, ont été pensés par rapport à la possibilité de surveillance d'emblée. Hein, et les grands couloirs font partie de ce projet de surveillance. Alors, si on va un tout petit peu plus loin, ce que ça veut dire quand même, c'est que on ne fait pas confiance aux élèves et que immédiatement, un élève qui s'absenterait du regard est suspect. Hein, je le dis un peu brutalement, mais il y a forcément cette suspicion. Alors, bien évidemment, moi, je ne suis pas dans la position de responsabilité dans laquelle vous pouvez être, et mon propos, il est peut-être un petit peu facile, mais
c'est une vraie question. Et l'intimité, c'est aussi pouvoir se soustraire au regard des autres. Moi, je n'ai pas envie qu'on me voie tout le temps, pas du tout. Et c'est ça aussi l'intimité. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un élève a droit à un temps d'intimité dans un espace scolaire? Et je sais bien que ça soulève des tas de questions qui peuvent être liées à du harcèlement, à des agressions. Je sais tout ça, mais voilà, il s'agit aussi de se positionner par rapport à cela. Et je voulais dire au passage, alors bien sûr, vous allez me dire c'est une autre culture, d'autres pratiques, d'autres traditions, mais dans cette école brésilienne d'Amorim Lima où j'ai beaucoup appris, il n'y a pas de surveillance et il y a des recoins partout. Et en fait, j'ai l'impression, alors j'idéalise peut-être un petit peu, hein, mais j'ai l'impression que les élèves assument cela. Je prends un autre exemple, un des derniers collèges ouverts, un dernier collège public ouvert de France, hein, comme le lycée de Chaland, pas de limite. J'ai discuté beaucoup avec l'ancien CPE de cet établissement qui me dit, en 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé? On a 10, 15 élèves sur 20 ans, hein, pas sur une année, 10, 15 élèves qui sont sortis illégalement du collège, pas fermé, donc ils pouvaient sortir quand ils voulaient, et qui sont allés piquer des bonbons à l'épicerie du coin. Voilà tout ce qui s'est passé en 20 ans en termes de problèmes. Bon, ça veut dire que peut-être une fois par an, il y a un élève qui a fait une connerie et qui est sorti. Donc, voilà, moi je suis très partagé par rapport à cela. Je comprends la responsabilité que vous, qui êtes en charge d'élèves, pouvez avoir, mais je pense que c'est un deal en quelque sorte avec les élèves, hein, et que la question de l'intimité, en tout cas, ça vaut le coup de se la poser. Ouais. Juste pour compléter, pour avoir travaillé la question des cours de récréation avec le laboratoire de Bourgogne-Franche-Comté, on a eu l'occasion de travailler avec une psychologue qui disait peut-être que la posture de l'adulte devait dépasser celle de la surveillance pour être celle de la disponibilité. Et du coup, avoir un adulte qui est là à un endroit bien précis, qui est visible et qui peut être rejoint par n'importe quel élève quand il a un besoin. Et puis aussi des adultes qui circulent, parce que dans n'importe quel endroit, on peut passer, jeter un œil, mais c'est plus pour être disponible que pour surveiller ou pour fliquer entre guillemets. Voilà, d'autres réflexions. Une dernière question peut-être qui remonte sur une personne qui souhaiterait que vous développiez un petit peu votre réflexion sur les toilettes. Alors ça va être très bref, je n'ai pas de réflexion spécifique sur les toilettes, mais alors je sais, c'était peut-être avec Céline que vous verrez la semaine prochaine, non, ou avec une autre architecte avec qui je travaille, pardon, qui avait fait du collaboratif comme ça avec des élèves, hein, sur le long terme. Et bon, par rapport à ce problème récurrent des toilettes, et la proposition des élèves, elle était relativement simple, c'était en primaire, hein. Les élèves disaient, mais ça serait bien qu'on installe une toilette pour chaque salle de classe, hein, dans chaque salle de classe, dans un coin, enfin, dans un aménagement à effectuer, hein, mais de manière à ce qu'il y ait une forme d'autogestion de la toilette en question par le collectif, hein, par la classe. Simplement pour dire que ça vaut le coup d'écouter les élèves. Et donc cette proposition a été reprise et une grande partie des problèmes qui se posaient dans les toilettes, hein, de dégradation, de harcèlement, etc., ont disparu, hein, quasi immédiatement. On va prendre une dernière question peut-être, parce que sinon le reste, ce sont des remarques extrêmement positives à la fois sur votre intervention et puis sur la qualité des initiatives et des personnes qui les mènent. Une personne qui dit la question de l'intimité aussi liée à la place du corps à l'école, l'élève n'étant pas qu'un cerveau apprenant. Oui, ben là, je pense que dans l'enseignement catholique, vous êtes bien placé pour savoir ce qu'est l'éducation intégrale, même si aux origines, au XVIIIe siècle, hein, ça vient du monde anarchiste, mais vous l'avez beaucoup plus repris que dans l'enseignement public en France notamment. Et en effet, l'éducation intégrale, bah, c'est prendre en compte l'élève dans sa totalité, dans sa complexité. Alors bien sûr le corps, pas seulement l'esprit, le corps, mais aussi tout ce qui va avoir trait
aux relations sociales, à l'apprentissage du collectif, de la vie avec les autres, tout ce qui va avoir trait à la sensibilité et au sens. On ne travaille sans doute pas assez sur les sens dans l'éducation. Et puis, tout ce qui va avoir trait à la dimension esthétique et artistique. Et c'est vrai que penser l'éducation ou l'apprentissage dans cette globalité, ça participe aussi d'une manière de repenser les espaces. Voilà. Alors bon, c'est vrai que c'est un peu frustrant et qu'on aurait pu discuter plus longtemps, mais c'est pas pour faire de la pub, mais vous pouvez trouver des textes que j'ai pu écrire sur ces questions-là assez facilement. Oui, oui. Des textes assez récents, voilà. Et donc sur l'espace ressources, ça nous permettra de conclure. On mettra donc l'entretien, des petits morceaux d'entretien qu'on a menés avec Pascal Clerc il y a maintenant quelques semaines, et on mettra aussi ses écrits pour que vous puissiez continuer votre réflexion à partir de ces apports. Il y a aussi Anne-Céline, l'enseignante de maternelle qui travaille sur la classe d'or, qui a écrit un article dans la revue Éducation avec l'Université catholique d'Angers. On le mettra à disposition aussi sur cet espace ressources. Et puis, suite au message que vous allez recevoir demain de Claire, n'hésitez pas à accepter la mise en réseau pour que vous puissiez continuer à échanger de manière un peu plus facile que par le simple chat de cette visio avec les porteurs d'initiatives, mais aussi entre vous et continuer à travailler et à échanger sur ces réflexions. Il me reste, M. Clerc, à vous remercier vivement pour votre présence et puis la clarté de vos propos, votre capacité justement à nous décaler et à penser les choses autrement. Un grand merci à vous. Un merci Merci à vous aussi. Un merci aux 4 porteurs d'initiative qui nous ont présenté leur travail. Et puis, si vous êtes présent à la 4e et dernière soirée qu'on appelle les initiatives hors frontières, vous pourrez retrouver Pascal Clerc en présence également de Patrick Rayou, qui jouera sous la forme d'une table ronde, donc ce sera un peu différent, qui jouera le rôle de la réflexion et d'un autre type de regard sur des initiatives de l'enseignement catholique en dehors de nos frontières. Il me reste à vous souhaiter à tous, au nom du réseau des laboratoires, une très très belle soirée à chacun d'entre vous. Et puis à mardi prochain ou à l'autre mardi, si jamais vous souhaitez être avec nous. Très bonne soirée à tous. Merci beaucoup.